Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Le bois qui se fond. Hop, comme ça on a un petit stock. Si jamais. Ah, en fait, ça, c'est vraiment ton poêle pour te chauffer ici. Ah oui, c'est la seule source de chaleur de l'atelier. Et la forge? La forge est à côté. Ah. C'est une forge à gaz. C'est une forge que j'allume quand j'ai besoin. Et sinon elle est éteinte. Une forge à gaz. Ouais. Donc ça n'a pas du tout la même allure que les forges que j'imagine, moi. Vous allez la voir. On va aller la voir. Je veux bien aller voir la forge. Là, on vient d'être mieux. Et là, nous disparaissons de l'autre côté de la porte qui grince. Et dans le feu de l'action, j'ai oublié d'emporter mon enregistreur. Tout ce qui s'est passé derrière la porte qui grince est resté confidentiel entre Nicolas et moi. Pas cool. Mais nous allons franchir la porte dans l'autre sens et poursuivre l'entretien près du poêle à bois et, cette fois-ci, près de l'enregistreur. Alors, je viens de publier ce matin le podcast précédent, l'épisode précédent concerne mon rapport au couteau japonais. D'accord. Et ce qui me fascinait chez toi, chaque fois que je voyais ton stand au salon Résonance, c'était ces formes de couteaux japonais que je connais et que j'utilise au quotidien. Et d'où te vient ça? Tu as été au Japon? Tu as utilisé ces outils? Non. Ou c'est simplement comme ça, visuellement, des formes qui t'ont... Moi j'ai pas de passif particulier avec les couteaux japonais. J'adore ce mot. Parce que moi j'ai un passif, mais dans une vie très lointaine par rapport à la lame japonaise. D'accord. J'aurais été, d'après une médium à qui je ne demandais rien de reste, j'aurais été enlevée à mon clan au XIIe siècle, au moment de la guerre des Mongols. Et quand je suis revenue, j'ai coupé des têtes. Donc le rapport à la lame, il est plutôt violent. Et ce qui est très étrange, c'est que la première fois que je suis allée au Japon, en 2010... T'as coupé des têtes? Non, mais c'est quand même incroyable. Et la rectocolite s'est arrêtée quand j'ai coupé ces liens morbides avec le Japon. Et donc le côté couteau de cuisine, c'est vraiment le côté pacifié de la lame. La lame du samouraï ou du guerrier qui se transforme en lame transformée. Ce qui nous nourrit tous les jours. Et à transformer en beauté. Ouais, dans ce sens-là ou dans l'autre? Dans le sens où on se nourrit généralement avant d'aller taper sur son voisin.
Peut-être que le couteau de cuisine était là avant et qu'on a transformé le couteau de cuisine en une arme après. Jamais penser les choses dans ce sens-là. Alors ça... Si on est tout mis dans la forêt, on en commence fait, par essayer de manger. De toute façon, les couteaux, ils ont existé à un moment pour couper la nourriture d'abord, j'imagine. Pour dépecer un animal, pour hacher menu. Et c'est vrai que le couteau, il peut aussi bien être un couteau de cuisine ou une arme. D'ailleurs, le couteau que j'ai acheté au salon, eh ben, il est très particulier dans ma cuisine. Parce que je me dis, mais ça pourrait être un poignard. Il est très effilé. Il est très effilé. Et bizarrement, il a trouvé une place particulière. Je travaille sur une planche très épaisse. Et il est posé direct à droite de la planche. Et ma cuisine étant aussi l'entrée dans ma maison, comme si dans un moment d'inquiétude, je pouvais avoir à portée de main quelque chose à me cramponner dans une illusion de sécurité. C'est assez particulier, j'ai observé ça, ça m'amuse. Parce que les autres sont... justement, je vais te montrer mes couteaux. J'ai apporté quelques-uns de mes couteaux. Alors, le tien, donc, il est normalement pas rangé là-dedans. Tu vois, ça, c'est les tout petits couteaux que j'utilise pour éplucher, enlever les... celui-là ressemblerait au tien, mais ça n'a rien à voir. Disons, dans l'usage en cuisine, et ça, c'est vraiment le couteau que j'utilise le plus fréquemment, qui est biseauté d'un seul côté. Et ce qui m'a toujours fait hésiter par rapport à ces couteaux japonais, je ne sais pas si tu ressens l'inertie de cet objet. Il est assez lourd, c'est massif. Lourd. Ça, c'est massif. Couteaux, on sent qu'ils ont envie de couper des choses avec épaisseur. C'est une forme vraiment spécifique. Il doit avoir un usage particulier. Les légumes. Les légumes. Mais d'origine, parce que les Japonais, ils ont quand même tendance à faire un couteau pour chaque type d'aliment. Justement, c'est assez particulier parce que ce sont des couteaux très spécifiques. Il y a le très long et effilé Yanagiba qui sert à découper les poissons crus. Et puis, tu as ce type de couteau à lame toute droite, avec une inertie. Et en fait, le geste, je te montre le geste en fait, tu travailles, tu tiens ton légume avec, et en rentrant bien tes phalanges, et tu guides le couteau le long des phalanges, et tchac, et tchac, et tchac, tu vois. Voilà. Et donc, en regardant tes petits couteaux d'allure japonaise avec une lame toute droite, et ils m'ont toujours fait rêver, mais j'avais peur de ne pas retrouver cette inertie liée au geste. Et alors là, il y a aussi autre chose dans celui-là qui me plaît beaucoup, c'est la forme en goutte du manche, qui fait qu'il se cale bien entre mes phalanges et la paume, et l'arrondi est très agréable pour les doigts. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les manches japonais. Au début, je ne faisais pas attention aux manches. Et un jour, mon fils m'a offert... c'est celui-là. Ça, c'est un cadeau de mon fils. Et là, j'ai découvert ça. Et depuis, je fais très attention. Voilà. Les Japonais, ils ont quand même des lignes qui sont très marquées. Avec des portions droites. Et il y a une sobriété dans les designs. Là où dans les couteaux européens, on a des formes un peu plus alambiquées, avec plus de courbes, avec une version plus ergonomique, où on va dire il faut qu'il y ait un manche qui englobe bien la main, avec des arrondis. Et je pense que moi je ne me suis pas spécialement inspiré du Japon, mais à la base je ne suis pas un très grand dessinateur. En fait, moi je dessine beaucoup avec une règle. Donc en fait, quand je dessine un couteau, je trace des grandes lignes directrices et ensuite je relie un peu les points au milieu et je fais des choses assez sobres avec des lignes assez droites. Et je pense que c'est ça en fait qui fait penser à des lignes japonaises. Oui.
Peut-être. Et que je ne m'inspire pas spécialement non plus des couteaux traditionnels européens. Moi, je fais des couteaux comme je m'imagine les utiliser. Donc, je fais un peu des trucs rigolos qui me paraissent sympas. Et ils sont sympas. Franchement, ils sont sympas. Après, moi, là où j'ai encore un petit peu des soucis, c'est que j'ai l'habitude de déguiser et d'affûter des couteaux japonais avec des pierres à eau. Mais celui que j'ai acquis, là, je ne sais pas trop comment le traiter. C'est tout pareil. Tout pareil. Moi, je les affûte à la pierre à eau. En sortant le fil, et puis tu retournes et tu tires le fil. Ouais, en tout cas, si tu sais affûter tes couteaux japonais, celui qui vient de chez moi, il s'affûtera pareil. D'accord. J'osais pas trop. J'ai quand même beaucoup de respect. Mais c'est des outils, c'est ça qu'il faut jamais oublier. Ce sont des outils. Ouais. Et il faut les respecter pour ce qu'ils sont. Mais pas oublier que c'est des outils. Il ne faut pas les sacraliser. Sinon après on les met dans des vitrines et on ne les utilise pas. Ah oui, dans ce sens-là, tu veux dire sacraliser. Ouais. Parce que chez moi, ils sont un peu sacralisés quand même. Ouais. Parce qu'à force de les utiliser, tu crées un rapport avec ta lame. Et c'est marrant parce que je considère que ça crée aussi un lien avec celui qui a forgé. Celui qui a mis l'énergie, l'énergie du feu, de la forge et de son intention, ce lien permanent avec la chaîne, quoi. Et rien de pire qu'un couteau où tu n'es pas à l'aise avec, parce qu'il ne convient pas, il n'a pas la bonne forme, ou alors qui est émoussé, ça c'est l'horreur absolue. Qui est quelconque. Quelconque. Au départ. Bas de gamme. Ouais. Bah, moi au départ, je me suis lancé dans l'artisanat parce que j'aimais bien fabriquer des choses. Et je ne m'étais pas forcément posé des questions sur quel était le sens de tout ça. Et moi je pensais que l'artisanat, le but c'était de faire des super outils. C'était, on va dire, de concurrencer la production industrielle sur le plan de la qualité. Et en fait je me rends compte maintenant que c'est pas du tout ça. Le but principal de l'artisanat, c'est de créer des objets qui ont du sens de plein de points de vue. L'industrie est capable de faire des super couteaux. Par contre, c'est des couteaux qui sont quelconques au sens où il y en avait déjà 10 dans le magasin où on l'a acheté et il y en a des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers qui ont été fabriqués. Donc en fait, l'objet, déjà, il n'a rien d'unique quand on l'achète. Et en plus de ça, ce que l'industrie aime bien, c'est faire des objets qui n'évoluent pas. Donc une lame en inox, un manche en plastique ou dans un bois qui ne va pas bouger, on peut le mettre au lave-vaisselle. Et en fait, on s'en sert pendant des années. En fait, il ne bouge pas. Il n'a pas évolué l'objet. Donc en fait, on ne peut pas s'y attacher. Et on finit par se lasser de cet objet, par ne même pas avoir envie de l'entretenir parce qu'on n'a pas d'attachement particulier. Alors qu'un objet artisanal... Il n'y a pas eu de soin. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que pour s'attacher à un objet, il y a le fait d'en prendre soin. Il faut y faire attention, il faut l'entretenir. Ou alors, il faut qu'il ait traversé un peu des époques. Sauf qu'un couteau qu'on a acheté 25 € chez Ikea, il ne va pas traverser les époques. Donc, on ne lui laisse même pas la chance de faire un peu ses preuves. Alors qu'un objet artisanal, il a ce côté où déjà au départ, il est unique. Parce que même si on essaye de faire des séries, c'est jamais les mêmes. Les matériaux vont raconter quelque chose, la personne qui l'a fait va raconter quelque chose. Et puis, en fait, il faut l'entretenir et il faut y faire attention, il faut le sécher. Et puis en fait, il va se patiner. Et puis, il va prendre des traces des usages qu'on a. Et en fait, on a envie de le garder. Un objet dont on a pris soin, en fait, on n'a pas envie de s'en débarrasser parce qu'on y est vraiment attaché. Et qu'au final, c'est ça l'intérêt de l'artisanat. Oui, et puis cette énergie mise au quotidien, c'est quand même... créer le lien, forcément, tu n'y échappes pas, quoi. Ouais. Alors, moi, j'ai vécu des choses douloureuses par rapport à certains couteaux.
j'avais un couteau comme celui que je t'ai montré, mais pas arrondi au bout, tu vois. Ça dépend vraiment des régions du Japon. Normalement, la lame, elle est rectangulaire. Ouais. Et j'avais un de ces couteaux dans mon tiroir. Et un jour, ma belle-mère, qui savait que j'avais ce couteau, mais qui ne connaissait pas l'usage pour lequel il est destiné, avait besoin de dépecer un lapin. Et elle prend mon couteau pour faire comment on appelle ça, Un hachoir. un hachoir. Ouais. Et elle m'a flingué, parce que du coup, il n'est pas fait pour la lame à casser. Donc il y avait des ébréchures. J'ai piqué une colère, mais je t'en pose même pas. Et mon mari a voulu arranger l'affaire et me l'a rendu droit. Sauf qu'il avait perdu toute son inertie, l'objet n'avait plus. Trop épais après. Il était, oui, et puis il avait perdu le poids. Parce qu'il avait quand même pas mal dû enlever, ce qui fait que je ne reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus. J'ai plus jamais pu l'utiliser. Donc vraiment, un deuil à faire, quoi. D'un objet qui t'a accompagné, qui était... Je pense que c'était même un de mes premiers vrais couteaux japonais. Waouh, c'est violent, quoi. Ouais. Un mauvais usage. Bah, c'est le risque quand on s'attache aux choses. C'est le si risque. on les perd, c'est le risque quand on s'attache. Le détachement est douloureux. Ouais. Alors que pour les choses, comme tu dis, suédoises, pour ne pas nommer la marque, ben voilà, ça peut passer. Après cette première partie de l'entretien avec Nicolas Palmade, coutelier, je vous invite à me retrouver mardi prochain pour une deuxième partie où nous parlerons de la matière première qu'il travaille pour façonner ses lames.